Eh bien voilà, elle nous a présenté. Donc merci déjà, merci à la bibliothèque de nous avoir, enfin de nous accueillir aussi gentiment et si chaleureusement. Alors je vais juste me présenter rapidement. Je suis donc Myriam Sarbach, fondatrice et présidente de l'association Asperger Amitié, mais je suis avant tout aussi maman d'un adulte Asperger qui a 25 ans maintenant, qui était diagnostiqué à 14 ans. Joseph, il est là évidemment parce qu'il a beaucoup d'expérience. C'est un grand voyageur. Il a connu quand même pas mal d'Asperger et puis on l'aime tellement. Donc je suis tellement contente de le revoir. Voilà. Je voulais simplement savoir qui sont parmi le public et qui sont parents d'enfants autistes dans le public. D'accord, ok. Et sinon, il y a des enseignants ici? D'accord. Des enseignants de collège, d'université? D'accord, ça c'est intéressant. Et puis des curieux qui viennent voir ou qui ont connaissance de l'autisme Voilà. Bon, mais d'accord. Eh bien, Joseph, vous le connaissez déjà bien. Vous avez vu quand même pas mal de conférences qu'il a mis en place. Et puis aussi son dernier livre qui est intéressant. Et je vais déjà, vous connaissez, est-ce que vous voulez qu'on parle déjà ce que c'est l'autisme et aussi la difficulté pour les grands publics de les connaître? Parce que c'est vrai que si vous êtes là, c'est parce que vous voulez savoir aussi un peu plus sur l'autisme. Et c'est vrai qu'il y a une grosse difficulté de compréhension, de connaissances dans notre pays, malheureusement, mais on est là pour battre et convaincre. Et aussi, en ayant un enfant autiste, c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est malgré les difficultés pour les parents, les difficultés pour les enfants aussi, c'est quand même un cadeau. Je disais que j'ai beaucoup appris grâce à mon fils. Et si j'avais pas un fils autiste, je serais peut-être dans les magasins en train d'acheter n'importe quoi. Et puis, en fin de compte, c'est une grande richesse, la différence. Et justement, il en parle. Et puis, je vais laisser la parole à Joseph. Merci beaucoup Myriam, merci à tout le monde, merci d'être là, ça fait vraiment plaisir. Parce qu'il faut bien dire les choses, il y a très très peu d'événements sur l'autisme à Paris. Il y a peut-être 10 fois plus d'événements sur l'autisme à Brest ou à Lille qu'à Paris. C'est tout à fait remarquable. Donc merci à la bibliothèque pour son chaleureux accueil. Alors s'agissant de l'autisme, pour le dire en quelques mots, c'est simple. 1% de la population est concernée par l'autisme. Ça veut dire à peu près en France 650 000 personnes autistes. C'est chouette ça. Beaucoup plus d'autistes que de Toulousains. Nous sommes d'accord. Voilà. Donc il y a des enfants autistes, ça on l'a plus ou moins compris. Mais que deviennent les enfants autistes au bout de 10 ans ou 15 ans? Question à $1000, à votre avis. Et ils deviennent adultes, mais ça, on ne l'avait pas prévu. Dans les hautes sphères des ministères, il y a des gens payés pour réfléchir très 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 fort. Ça, ils n'y ont pas pensé. Donc dès lors que les enfants deviennent adultes, les familles sont très très embêtées et les personnes elles-mêmes forcément aussi. Voilà. Et ensuite il y a la question, je dirais, des âges, la question des seniors autistes. Ça vous n'en entendrez jamais parler. En France, dès que vous dépassez la soixantaine, vous n'êtes plus handicapé. Bon, il me reste encore quelques mois à tenir. Voilà. Mais en tout cas, vous voyez les absurdités un peu du système. Et je tiens à dire, mais cela me déçoit beaucoup, mais il faut le dire, même en langue anglaise, on n'a presque rien sur les seniors autistes. C'est donc un vrai chantier de réflexion. D'autre part, on a la thématique de l'autisme au féminin. Pendant longtemps, on l'avait un peu oublié, négligé, mais il y a beaucoup plus de femmes autistes qu'on ne le pense ou ne le croit parfois. Donc c'est toute une thématique aussi abordée. Peut-être un dernier petit point un peu peut-être plus compliqué à expliquer en quelques mots. Souvent quand on parle d'autisme, les gens croient à l'existence de prétendus niveaux
d'autisme ou de sous-types d'autisme. En fait, il n'y a pas de niveau d'autisme. Il est vrai que dans la psychiatrie, pendant un certain nombre d'années, on distinguait un certain nombre de sous-types d'autisme, mais en fait, il n'y en a pas vraiment. Dans les dernières classifications, il n'y en a pas. Et je tiens à dire, puisque nous sommes dans un auditoire de lettrés, que très bientôt paraîtra en français un livre absolument magistral chez Flammarion qui s'appelle Les enfants de Asperger de Edith Schaeffer. C'est donc une historienne de langue anglaise et qui donc a passé en revue les archives nazies du docteur Asperger et qui explique comment, avec un luxe de détails, est née cette sous-catégorisation de l'autisme pendant le régime nazi. Je pourrais vous en parler pendant des heures étant passionné d'histoire, mais simplement quelques mots. Les enfants dits bizarres étaient placés devant des commissions militaires SS ou apparentées et on distinguait, selon des critères évidemment parfaitement arbitraires, les enfants dits récupérables ou qui seraient utiles au Reich grand allemand, qui étaient donc envoyés chez le docteur Asperger, et les autres étaient envoyés au pavillon 15, qui était le pavillon d'extermination chez le docteur Jekelius. En quelques mots, c'était ça. Et en parcourant les archives, on voit parfaitement combien c'était absolument arbitraire. Ça dépendait des pots de vin que versaient les parents ou pas, etc. Donc, ne répétons pas un peu ces horreurs du passé et ne croyons pas qu'il y ait deux sous-espèces d'autisme, les uns voués à la poubelle et les autres qui font cuit-cuit avec les oiseaux du ciel et extraits des racines 13e. Vous voyez, ce n'est pas la réalité. Toute notre question doit être plutôt de nous demander comment est-ce que nous parviendrons à créer un environnement porteur, un environnement inclusif pour les enfants en termes de scolarisation, pour les adultes en termes d'emploi, de loisirs, de vie autonome, la plus autonome possible. Et je dirais peut-être pour terminer ma tirade, en fait, l'autisme n'est pas un handicap invisible. L'autisme, quand on est un peu exercé, ça se voit. Quand on regarde les gens dans la salle, on peut savoir qui est autiste. C'est comme trouver les Chinois, si j'ose dire. Donc, c'est bon, je ne sais pas donner la boutade, mais en tout cas, d'une certaine façon, l'autisme est visible quand on y est attentif ou attentive, et les personnes autistes se reconnaissent entre elles. Ça, c'est, je dirais, l'un des petits secrets aussi. Voilà. Donc, il y a un petit côté maçonnique. Non, je plaisante. C'est une mauvaise blague. Mais en tout cas, en quelques mots, pardon, la définition, la présentation de l'autisme que j'ai esquissée n'est pas la présentation scientifique, j'en suis bien conscient, mais ça peut nous donner une première base de lancement et de discussion. Oh, j'ai un micro. Oui, mais... Alors, il fonctionne. Allô? Vous m'entendez? Je prends celui-là, on se partage le micro. D'accord, ok. Oui, tu avais parlé justement des femmes, c'est intéressant parce que je vois ici, il y a une majorité de femmes. Où sont les hommes, oui, de plus en plus, enfin bon, je ne vais pas parler trop de mon association parce que bon, c'est pas le but, mais c'est vrai, nous, on a créé donc des femmes Asperger parce qu'on a constaté qu'il y a beaucoup de femmes qui se font diagnostiquer très tardivement. Alors c'est vrai que c'est invisible, mais les femmes, ils arrivent à camoufler un peu la différence. Et c'est peut-être hormonal, mais c'est un fait. Donc il y a aussi des difficultés quand on arrive vers 25-30 ans. 40 ans, il y en a dans la salle. Ici, c'est vrai que c'est très difficile. Il y a des femmes aussi qui... Alors, on parle aussi, ils peuvent très bien avoir une vie de famille. On connaît des couples. Alors, c'est vrai que c'est aussi difficile pour le conjoint s'il n'est pas autiste ou si la femme est autiste. Donc il y a une difficulté au niveau de compréhension parce que c'est vrai, c'est au niveau de codes sociaux ou les habilités ou bien la vie du quotidien qui est pas tout à fait identique comme des personnes neurotypiques. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Joseph ?
Merci. Ah, en effet, l'une des spécificités de l'autisme, Myriam l'a très bien dit, c'est la problématique de la compréhension des codes sociaux. Dans chaque environnement social, il se passe mille et une choses. Par exemple, si la porte s'ouvre et entre un ministre, eh bien tout le monde se ruera sur cette personne et essaiera d'adopter à ton mieux le adversaire, votre excellence. Donnez-vous la peine d'entrer. Voici ma carte de visite. Vous reste-t-il un petit job chez vous quelque part? Voyez, donc ça, je dirais, ce sont des comportements spontanés qu'adopteront les gens non autistes. En partie par hypocrisie, mais aussi en partie par fonctionnement spontané. Ce que les gens autistes ne feront pas. Les gens autistes, en règle générale, ou plutôt par définition, adoptent un comportement égal, un traitement égal, que la personne soit telle ou telle. Une petite anecdote à raconter qu'on peut maintenant dire, puisqu'il y a prescription. C'était il y a nombre d'années en arrière, c'était sans doute l'un de mes tout premiers événements sur l'autisme d'envergure. Ça se passait à Mont-de-Marsan dans les Landes. Et donc à Mont-de-Marsan dans les Landes, on avait organisé un événement sur l'autisme, il y a fort longtemps déjà. Et on avait confié la gestion des entrées dans la salle à une jeune femme autiste, Margot. On lui avait expliqué la tâche à faire, donc de saluer chaque personne, de demander à chaque personne son nom, de voir si sur la liste le nom de la personne figurait, etc. Tout se passait bien, sauf qu'à un moment donné, j'ai vu qu'un clodo, il y avait un clodo dehors, il s'était approché de Margot. À ce moment-là, Margot suit la procédure établie et demande « Bonjour, comment est-ce que vous appelez ?» Le clodo se raidit et dit « Je suis le président Emmanueli. » En fait, c'était Henri Emmanueli. Donc, à l'époque, c'était le dieu sur terre dans les Landes. C'était son fief. Et c'était grâce à lui qu'on avait eu la salle, d'ailleurs. Et donc, Margot regarde sur la liste des noms, regarde président Soupé. Il n'y avait pas président Emmanueli dans la liste des participants. Donc, elle fait « Vous ne rentrez pas. » À ce moment-là, la maman déboule. « Il faut laisser entrer le président Emmanueli. » Mais il n'est pas sur la liste. Vous comprenez la suite. Non, bien sûr, on peut se moquer de Margot, mais néanmoins, avec des personnes comme ça, il n'y a ni pot de vin, ni passe-droit. Voyez, ça, c'est tout à fait estimable. Indirectement, nous comprenons pourquoi les gens autistes peuvent réussir dans tous les métiers, je crois, sauf en politique. L'incapacité au mensonge vous disqualifie aussitôt pour certains types de métiers ou d'activités. Je ne parle pas totalement à la légère. Je connais de très près un certain nombre de personnages politiques. Voyez, je suis toujours en vie, et c'est le principal. En tout cas, blague mise à part, le fonctionnement autistique s'accompagne également, par exemple, de spécificités au niveau du visage, de difficultés de comprendre le visage de l'autre, mais aussi difficultés ou particularités au niveau de l'expression de ses émotions. Les gens autistes ont souvent un visage plus impassible. Chez nous, on appelle ça la stratégie anti-ride. C'est donc une façon d'économiser sur certains produits chimiques, parce que quand on ne secoue pas en permanence la peau de son visage, eh bien, on préserve son capital de peau. On dit, moi, telle est la théorie, ça n'a pas marché dans le cas de votre serviteur, mais du moins, à peu près, c'est comme ça en quelques mots. Sinon, il y a un autre gros chapitre, ça on peut en parler toute la journée, c'est la question sensorielle. Les gens autistes ont une autre perception sensorielle, que ce soit sur le plan visuel, sur le plan auditif, sur le plan olfactif, sur le plan tactile, la problématique de vêtements, quels vêtements sont adaptés ou pas. La question de l'alimentation est tout à fait centrale, pas forcément sur le plan médical, c'est encore un autre débat, mais simplement il y a un grand nombre de types de nourriture qu'on ne peut pas avaler, notamment quand on est enfant autiste. Quand j'étais tout petit, je ne mangeais que des spaghettis au sucre, du moins c'est la seule chose que je pouvais manger à peu près sans difficulté, voyez-vous. Donc il y a, je dirais, un certain nombre de particularités à connaître. En tout cas, l'autisme n'est pas un truc psy, ce n'est pas dû à une mère qui serait comme ceci ou comme cela, ce n'est pas dû à je ne sais quelle histoire d'influence maternelle et d'autres choses, de forteresse vide ou pleine ou que sais-je. L'autisme est une spécificité génétique, c'est d'ailleurs pour cela que les gens autistes peuvent se reconnaître entre eux, c'est pour ça
qu'ils partagent un fonctionnement commun. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'autisme est aussi héréditaire, hein, voyez-vous. Sinon, par rapport encore à l'autisme, une chose qui doit être dite, l'autisme n'est pas que un handicap, hein, c'est aussi un atout en termes de créativité, en termes d'apport professionnel. On associe souvent l'autisme à l'informatique, ce qui est vrai. Il y a des grands informaticiens parmi les gens de chez nous, hein. D'ailleurs, Bill Gates disait que l'informatique a été faite par et pour les autistes. Ce n'est pas vraiment une exagération, hein, on pourrait le développer très longuement, mais surtout je tiens à dire que 85% des personnes autistes ne s'intéressent pas du tout à l'informatique, hein. Et ces personnes-là peuvent exercer, peuvent briller, oserais-je même dire, dans d'autres domaines. Et un domaine, par exemple, que l'on aborde peu et que j'aime aborder, c'est le monde du design, hein. La chose est très peu connue, mais le monde du design contemporain est d'une certaine façon tenu par une discrète, très très discrète, petite mafia autistique, hein. Je le dis avec une forme d'affection, hein, vous voyez, d'autant plus que un certain nombre de ces gens-là sont des amis très proches, je peux le dire, voyez-vous. Donc il y a des clichés sur l'autisme, la réalité est, j'ose dire, plus plaisante que les clichés, hein. L'autisme, ce n'est pas Rain Man, hein. D'ailleurs, je suis toujours épaté de voir que les gens sortent et citent encore Rain Man, ce très vieux film qui est une fiction, hein, donc loin de la réalité, hein. Peut-être que pour découvrir l'autisme, il vaudrait mieux rencontrer les personnes effectives et non pas peut-être citer je ne sais quelle vieillerie cinématographique. Bon, pardonnez, je suis méchant, vous l'avez compris. Oui, je vais reprendre ton micro, hein, parce que... Oui, alors il y a plein de choses à aborder, évidemment, les personnes autistes. Alors on va parler aussi des enfants, et puis pour les parents qui sont ici. Comment fait-on quand on a un enfant qui vient d'être diagnostiqué? Alors évidemment, moi des fois je reçois pas mal de coups de fil en disant qu'est-ce que je fais, c'est dramatique. C'est dramatique dans un sens où les prises en charge, c'est-à-dire l'accompagnement d'un enfant, où c'est une pénurie ici, il n'y en a pas assez. Et c'est ça, au fait, l'accompagnement est difficile. Avoir un enfant autiste, moi je pense que c'est une question d'éducation. J'aime pas peut-être le mot éducation, c'est peut-être trop grand, mais c'est vrai, il faut aussi que les parents... c'est une forme d'éducation, c'est une forme, comment dire, c'est pas un enfant ordinaire, c'est un enfant, justement, ce que Joseph disait, ils sont très sensibles, donc il y a une façon de parler, et aussi ils s'énervent facilement parce qu'ils n'arrivent pas à s'exprimer comme on le souhaite, et c'est ça aussi les difficultés. Un enfant autiste peut être aussi dyspraxique, il peut avoir aussi d'autres fonctions au niveau de dépression, donc c'est vrai, l'accompagnement est un atout, mais une fois qu'on est accompagné, qu'on arrive à accompagner l'enfant, que les parents, il faut avoir beaucoup de patience, c'est vrai, énormément, mais ça vaut le coup. L'enfant, il va grandir, dès qu'il a ce minimum d'accompagnement, il réussira. On n'est plus comme il y a 20 ans. Moi, mon fils, ou comme Joseph, mon fils, il a 25 ans, mais avant, c'était même pas pensable. Mais maintenant, un enfant, il peut être diagnostiqué même à 18 mois, même un peu avant 18 mois. Donc ça, c'est vraiment important, et ce sont les parents et pas les médecins, ou voilà, ce sont les parents qui vont vraiment voir ce qui se passe avec leur enfant. Et si vous n'êtes pas écouté par votre médecin, vous changez, vous changez de médecin, et voilà, c'est un combat, non, Alain. Est-ce qu'il y a des parents qui souhaitent en parler? On est en famille ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait parler de ça, problématique? Non, non. Voilà. Une fois que l'enfant grandit, quand il va arriver à l'âge d'adolescence, c'est à l'âge critique, parce qu'ils sont quand même en décalage avec l'autre. Les écoles sont démunies également, et c'est pour ça que l'accompagnement est très très important. Voilà, donc il y a eu des personnes qui ont passé à l'hôpital, évidemment, à cause de dépression, et puis parce que les parents, ils n'étaient pas écoutés, ou il y a des médecins, ils tombent sur des mauvais médecins qui vont donner des médicaments, et c'est pas ça qui va aider. Moi, je pense que
dès l'enfance ou même un adulte, quand ils viennent, par exemple, un adulte qui vient de diagnostiquer chez nous, on fait aussi le sport, le yoga, ça fait énormément de bien. C'est aussi s'entourer avec des personnes comme eux. C'est important de discuter, il ne faut pas avoir peur de parler. Maintenant, on parle de plus en plus sur l'autisme, et heureusement. Alors pour les seniors, ça c'est difficile parce que les seniors qui arrivent maintenant, c'est vrai, tout leur parcours de vie était difficile, et prendre les seniors où ils ont eu beaucoup de dépression, c'est vrai que ça c'est difficile parce qu'ils ont, c'est vraiment, c'est assez catastrophique. Ah, on est d'accord. Maintenant, au niveau d'université, moi j'aimerais bien, on a parlé qu'ils ont tout à fait la capacité, oui, ils sont artistiques, ils ont plein d'idées en tête, et on doit les écouter et les aider à, concrétiser leurs rêves et leurs capacités, parce qu'ils sont tout à fait capables de le faire. Donc ne pas avoir honte de dire ce qu'on est, être fier de ce qu'on est, parce que chacun est important dans notre société. Voilà. Et puis pour l'université, je voudrais... tu voulais... Merci beaucoup. S'agissant en effet des parents, le rôle des parents est absolument central. Et dans le petit monde de l'autisme en France, ce qui existe a été fait par le combat des parents, des associations de parents, que ce soit dit et répété. Ce n'est pas le gouvernement ou je ne sais quelle autre entité. Simplement, l'une des difficultés, c'est que les moyens existants sont extraordinairement minces par rapport aux besoins. Donc, quand vous êtes une famille relativement fortunée sur le plan financier, mais sur le plan relationnel ou que sais-je, eh bien, vous aurez plus de chances de trouver des solutions. Si vous êtes une famille moins fortunée, avec moins de réseau social, d'origine étrangère par exemple, eh bien, votre enfant autiste malheureusement aura accès à beaucoup moins de solutions. D'ailleurs, quand on parle populairement et à tort de prétendu niveau d'autisme, en fait, c'est très étroitement corrélé au statut social des parents. Et je pourrais en témoigner très longuement de ce point-là. Peut-être juste une anecdote tragique. Vous avez sans doute entendu parler dans l'actualité de cet enfant dans le coffre d'une voiture. Oui. Si un enfant, quel qu'il soit, est placé dans de telles conditions, comment voulez-vous qu'il apprenne les mathématiques supérieures et je ne sais quelle autre subtilité linguistique? Non, ce n'est pas possible. Donc, dans le monde de l'autisme, il en va un peu de même. Un enfant autiste exclu de l'école, c'est un enfant qui malheureusement aura beaucoup plus de mal à apprendre. Et plus tard, 20 ans, 30 ans plus tard, c'est une personne qui, pardon de le dire comme cela, mais c'est la stricte vérité, aura toutes les chances d'être dans une cage en Lozère, Corrèze, Creuse, bourrée de médoc et dans des conditions de vie absolument dantesques. Le terme est tout à fait adapté, malheureusement. Donc, et ensuite, on me dira, ah, Joseph, c'est joli ce que tu dis, mais tu vois bien qu'il est déficient. Oui, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé avant cela? Voyez? Donc, c'est peut-être là qu'il y a une prise de conscience collective à mener. Et je pense pouvoir témoigner assez directement de ces choses. Je passe une bonne partie de ma vie dans toutes sortes d'établissements, parfois absolument indignes. Quand j'ai passé là quelques jours, j'en ressors à peine, des lieux où les personnes qui sont attachées du matin au soir, etc. Beaucoup d'autres choses, je passe sur certains détails fort glauques. Voyez-vous. Donc ces choses-là, je dirais, pourraient être repensées, repensées dans le sens de l'intégration, de l'inclusion, de toutes ces personnes dans la société, dans l'emploi pour les adultes, à l'école pour les petits, etc. Voyez. S'agissant de l'université, alors ça, c'est peut-être un chouette sujet. Si vous me permettez d'en dire un petit mot. La scolarisation des enfants autistes en France a démarré par les petites classes, entre guillemets. Donc maternelle, début de primaire. On devient beaucoup plus fort sur ces points-là qu'il y a 10 ans. Certes, la tâche reste immense, mais néanmoins maintenant, il y a un certain nombre d'efforts qui ont été faits, du moins dans certains coins de France, en matière de scolarisation des tout petits porteurs d'autisme. Ceci étant, dès qu'on atteint le stade collège-lycée, il n'y a plus personne.
Sa voix me montrait désagréable. Hier, j'en ai une illustration éclatante. J'ai passé la journée d'hier dans un établissement scolaire du sud de la France. Le matin, c'était pour les profs du primaire, l'après-midi pour les profs du collège. Le matin, tous les profs du primaire étaient venus, il y avait peut-être 300 personnes. Eh bien, sauf que l'après-midi, les profs du secondaire ne sont pas venus, on n'était qu'une poignée. Ils ne se sentaient pas concernés par l'autisme. Oui. Donc, bon, je ne veux pas blâmer qui que ce soit, mais cela traduit un vif malaise, toujours par rapport à cette question, que deviendra mon enfant autiste dans 5 ans, 10 ans, que sais-je. Parce que, pour dire les choses très brutalement, chers amis, nous sommes adultes pour la plupart. Quelles ont été les années d'apprentissage les plus déterminantes? Probablement pas nos résultats de grande section 1 ou de CP. Ce qui a peut-être été davantage déterminant, c'était nos résultats, que sais-je, de fac ou d'une autre année apparentée. Donc justement, c'est pour ça que j'ai la joie de vous dire qu'il existe désormais au moins 2 projets de création d'universités autistes, l'un qui est déjà fonctionnel, l'autre qui le sera l'année prochaine. Donc celui qui est fonctionnel, c'est l'université Aspie Friendly, donc c'est à Toulouse pour le moment, c'est notre première année, donc nous sommes encore un peu petits, nous n'avons qu'une vingtaine d'étudiants autistes, mais dès l'année prochaine, nous espérons avoir davantage d'étudiants. Vous pouvez regarder l'autre site web, aspi-friendly.fr. Oui. Il y a également, dès l'année prochaine, on devrait avoir un autre cursus universitaire pour autistes. Ça s'appelle le Master ECOSIM, donc ECOSIM, à Lille et à Paris cette fois. Vous voyez, les 2 projets sont publics. Il ne s'agit pas d'une officine privée où on paierait $200,000 par an. Non, il s'agit bien de programmes publics destinés aux étudiants autistes. Il ne s'agit pas d'un ghetto. Cela vise à permettre à ces étudiants de fréquenter la même université que les étudiants non autistes, ceci étant avec un aménagement en termes de lieux, en termes sensoriels, de formation des enseignants à l'autisme et de réflexion sur l'ensemble des particularités de la vie, compris en termes de logement, d'alimentation, de transport et tutti quanti. Et je dois vous dire, c'est un motif de fierté personnelle. Je reçois même des messages d'étudiants autistes américains de la fac de Columbia notamment qui sont jaloux. Ils sont jaloux parce que pour suivre un cursus pour autistes à Columbia, vous devez débourser à peu près $150,000 par an. Tandis que là, voilà, c'est gratuit. Voilà, donc on a peut-être des étudiants américains qui viendront l'an prochain. Est-ce qu'on peut dire que c'est... Oui, mais déjà, c'est bien. En fait, je suis pas très contente parce que... Pourquoi tu ne l'as pas fait à Paris? Parce qu'on en a besoin à Paris. Pourquoi à Toulouse et pas à Paris? Il faudrait faire les 2 alors. Ça se fera. En tout cas, à Créteil, ça se fera. Madame la ministre Sophie Cluzel est venue jeudi, il y a 10 jours, enfin 9 jours, 8 jours, signer justement à Créteil, à l'université de Créteil, la charte Aspie Friendly, et qui permettra de lancer les opérations, on l'espère, l'année prochaine, à la rentrée prochaine, à la fac de Créteil. Les choses se sont passées à Toulouse tout simplement parce que le porteur du projet, le professeur Montubert, est l'ancien président de la fac Toulouse-Sabatier et élu régional donc à Toulouse. Ça a facilité la donne et c'est grâce à lui qu'on a eu les sous. On a eu 5 millions du ministère qui épargne comme c'est pas possible. Donc c'est une petite merveille d'avoir arraché cette somme. Donc on peut dire que le bonheur d'être différent. C'est ça en fait, non? Oui, mais tout à fait. Je connais un peu nos étudiants autistes à Toulouse, là. Et ce sont des chouettes types. Franchement, il n'y a pas d'autre terme. Des gens excellents qui, normalement, en d'autres circonstances, n'auraient pas pu aller à la fac. Peut-être 1 ou 2 exceptions près. Des gens, mais extraordinairement doués et qui nous donnent à repenser ce que signifie études supérieures. Je repense, par exemple, au jeune camarade, je peux le dire, Léo, donc, qui fait partie de notre équipe. Et donc Léo, depuis sa naissance, ou presque a une seule passion, c'est le cerveau. Il a bouquiné tout ce qu'on peut imaginer sur le cerveau. Je suis sûr qu'il est plus compétent que je ne sais quel ultra diplômé. Bref, l'ennui, c'est qu'il est encore jeune, il est en licence. Et en licence, il y a d'autres choses à apprendre aussi. Il faut le motiver à apprendre des choses qui ne sont pas liées directement au cerveau. Vous voyez? Donc, bon,
c'est juste une petite anecdote, mais en tout cas, vous le voyez, nous avons de très chouettes profils. Un autre, j'adore ce gars-là, il est passionné par les fontaines, hein, donc il fait des albums, des compilations encyclopédiques sur les fontaines du monde. Évidemment, l'ennui, c'est qu'il n'a pas, si j'ose dire, la tchatche requise pour convaincre des éditeurs de publier ça, mais quel petit trésor, y compris iconographique, hein, qu'il a, et tous les beaux partages qu'on peut faire avec lui, hein, sur ce sujet, toutes sortes de choses. Donc vous voyez, si vous voulez avoir des amis tout à fait passionnants, ayez des amis autistes, hein, voyez, avec eux la vie n'est jamais terne, ça je vous l'assure. Alors là, ça, je suis tout à fait d'accord. C'est vraiment une chance, c'est vrai. Alors bon, il y a certains adultes Asperger ou des autistes, ils sont quand même des fois... ils prennent beaucoup la parole et puis ils vous laissent pas partager, hein, ça on peut le dire. Mais ça fait partie de leur... c'est un petit clin d'œil, hein, que je fais pour eux, mais c'est vrai, ils sont très attachants, il faut les connaître, il faut avoir la patience aussi, et puis rentrer dans leur monde, c'est super, c'est chouette. Enfin, moi je suis rentrée dans le monde de mon fils, et puis moi je connais Joseph depuis longtemps, mais en fait... toutes les adultes et puis les enfants on a plus de 195 membres au sein de l'association et c'est vraiment merveilleux, et puis aussi une joie quand je vois qu'il y a une progression, où ils se font des amis et en fin de compte ils n'ont plus besoin de moi, et ça c'est vraiment génial, et ça c'est vraiment super. Mais moi je voudrais quand même qu'on parle de ton livre, parce qu'on n'est pas là pour parler. Moi j'aimerais bien, j'ai beaucoup aimé, et je voudrais... je ne sais pas s'il y a certains... Est-ce qu'il y a certains qui ont eu le temps de lire le livre voilà. En tous les cas, déjà, pourquoi ce titre-là, Joseph ? Merci. Le livre est une allusion tout à fait directe à un livre qui a bouleversé la psychiatrie, qui s'appelait Les intelligences multiples de Howard Gardner. Donc l'idée de ce grand spécialiste qui désormais fait partie des classiques de la psychologie avait été de dynamiter le dogme du QI, à savoir le dogme d'une hiérarchie à axe unique des personnes en fonction d'un prétendu paramètre d'intelligence. L'idée de Howard Gardner avait été de proposer une pluralité d'axes des possibles. Le nombre et le nom de ces axes a varié au cours du temps, mais peu importe à la rigueur. L'idée était de proposer une pluralité des possibles. Malheureusement, Howard Gardner n'a pas, à ma connaissance du moins, réellement pris en compte la question de l'autisme, de cette diversité additionnelle. Et l'idée donc avait été de réfléchir ensemble à ce que pourrait être une théorie des intelligences multiples appliquée, étendue à ce que j'appelle dans mon petit jargon la biodiversité humaine. Parce que, en effet, c'est formidable de protéger telle ou telle petite espèce d'oiseau ou de plante, mais la biodiversité s'applique également à l'être humain. Il y a plusieurs façons d'être humain. Ça va préserver et chérir les modalités minoritaires d'être humain, devrait faire partie d'un programme écologique bien compris, à mon avis. Donc, les choses passent parfois pour provocatrices ou amusantes, mais elles ne devraient pas l'être. Ça devrait faire partie de la rationalité la plus élémentaire, peut-être. Et l'éditeur, c'est l'éditeur qui propose le titre. L'éditeur a proposé le titre « Nos intelligences multiples » avec le « no » qui donc est facteur d'inclusion et qui m'a plu d'une certaine façon. Le livre, en fait, parle de bien d'autres sujets. Ce n'est pas un livre technique. Et c'est plutôt une sorte de rêverie commune. On y retrouve la voix de nombre de mes amis autistes, la voix de nombre de personnes que j'aurais aimé croiser mais qui sont décédées depuis longtemps. Voyez-vous, donc d'une certaine façon, c'est une sorte de polyphonie
des possibles sur le plan intellectuel. Une sorte de voyage, je dirais, décontracté, pourrions-nous le dire, du moins l'espérer. Avec peut-être aussi en filigrane cette pensée qui plane dans ma petite existence depuis de fort longues années. Et si quelque part par-delà les collines, il y avait un petit lieu, un petit pays pour autistes, que parfois on appelle l'autistan, mais on pourrait choisir un autre terme. Voilà. Donc, voyez-vous, il y a une sorte de quête, je dirais une quête de la diversité humaine, une quête, j'oserais dire, presque orientaliste, pardonnez le terme, des diverses modalités bizarres de vie et de création. Parce que dans l'autisme, il y a une règle fondamentale, c'est que les meilleurs et les plus intéressants sont cachés. Ce n'est pas en tapant sur Google « cherche autiste génial » que vous trouverez des contacts de cet ordre-là. Il faudra que vous partiez par vous-même en exploration et c'est parfois dans les lieux les plus improbables que, pour paraphraser un célèbre texte, les joyaux apparaissent. Voilà. Donc, je me permets d'une certaine façon de combiner un certain nombre de perspectives et d'anecdotes dans cette espèce de petit bouquin. Voilà. Donc, c'était une tentative de dire les choses en quelques mots. Oui, effectivement. Donc, moi, je l'ai lu. Alors, c'est difficile de parler d'un livre qui a quand même plusieurs pages. C'est vrai que c'est aussi grâce à tant de voyages que tu as fait que tu as pu aussi également écrire ce livre. Et comparer avec les personnes que tu rencontrais également. Et effectivement, le bonheur d'être différent, c'est ça. Et tu avais évoqué aussi la neurodiversité. Alors ce mot, ça m'a troublée pendant pas mal d'années. Merci. Le mot neurodiversité a été créé par une Australienne. On peut le dire, c'est important pour la suite. Ça n'a pas d'être un détail, mais c'est important pour la suite. Elle est donc de confession hébraïque et ses parents étaient des rescapés de la Shoah. C'est important pour la suite de l'histoire. Et donc, Judy Singer, je la connais. Nous nous connaissons personnellement. J'ai passé quelques moments assez extraordinaires avec elle au Canada, il n'y a pas longtemps. Et donc, Judy avait lancé il y a un certain nombre d'années déjà le concept de neurodiversité, qui parfois passe pour être une version politiquement correcte de l'autisme, mais ce n'est pas forcément cela. L'idée est peut-être de contribuer à la construction d'une société où il y aurait non pas deux castes de gens, à savoir les autistes d'un côté et les non-autistes de l'autre, mais une sorte de réseau pluriel où la particularité de chaque personne serait prise en compte. Pour le dire avec les mots presque de Judy, eh bien, sa famille était constituée presque entièrement de gens bizarres. Donc, qui n'avaient pas de diagnostic d'autisme, évidemment, parce que ça n'existait pas, mais aussi sans doute parce qu'ils ne remplissaient pas les critères. Il y a mille et une façons d'être bizarre dans la vie. Donc, il se trouve qu'elle est autiste également, certains de ses membres de la famille aussi, mais pas tous. Et c'est cet environnement familial qui l'a poussé à imaginer le concept de neurodiversité. Et ensuite, elle l'a petit à petit étendu à d'autres personnes au-delà de sa famille. Et je me permettrai peut-être de raconter une petite histoire. Elle m'avait laissé bouche bée, Judy, lorsqu'elle m'a dit que finalement, le Dieu de la Bible hébraïque, pas le Dieu des chrétiens, en fait, pourrait recevoir un diagnostic d'autisme aussi. Je pourrais en parler très longuement, mais bon, ce n'est pas le sujet du soir. Mais néanmoins, d'une certaine façon, on retrouve un certain nombre de traits, de bizarreries à travers la culture mondiale, la littérature mondiale. J'ai un petit boulot pour la radio publique belge, la RTB, depuis quelques années maintenant, où donc chaque semaine, il s'agit de retracer le parcours d'une personne différente, neurodiverse ou bizarre, dans la culture, les arts, les lettres, parfois la peinture. Et on retrouve
retrouve ça y compris dans la culture populaire. Par exemple, si vous prenez un film bien connu, tel que le film de Bécassine. Donc Bécassine est entièrement, on peut en parler longuement, entièrement une personne autiste. C'est la femme autiste la plus célèbre de France, sans doute d'ailleurs. Et j'en reparle souvent dans les rencontres et discussions. Il y a une vingtaine d'années, un autre film sur l'autisme avait été, je dirais, bien diffusé. C'était Le Dîner de cons. Donc, Le Dîner de cons est intégralement de A à Z sur l'autisme, à ceci près que, évidemment, le terme d'autisme n'est pas utilisé. Et c'est à la sortie du film que, pour la première et seule fois de leur vie, certains de mes amis ont été invités à dîner. Voyez. Et ils n'ont compris pourquoi que récemment, lorsqu'on a discuté de cela entre nous. Voyez. Donc, d'une certaine façon, oui, on peut être choqué, mais on peut voir le bon côté des choses. On peut se dire que c'est une sorte d'hommage rendu à ces personnes-là et se dire que sans les personnes différentes, bizarres, neurodiverses, eh bien, que resterait-il dans la culture mondiale ou même dans la technologie mondiale? Encore une phrase, si vous le permettez, je m'étais retrouvé il y a quelques années à Dublin. Il y avait un colloque sur l'histoire de l'informatique. Il y avait tous les gars qui ont marqué l'histoire de l'informatique. Celui qui a envoyé le premier email, etc. Sauf que quand vous aviez devant vous la belle brochette de ces personnages, eh bien, vous dites que, vous voyez, bien de chez nous, bien comme il faut. Voilà. Donc, peut-être que sans ces personnes-là, nous n'aurions pas grand-chose dans notre vie. C'est une hypothèse, évidemment, indémontrable, mais qui est néanmoins tout à fait captivante. Oui, on va terminer par la neurodiversité. Moi, je voulais simplement dire, c'est vrai que on a un peu, on a joué sur le mot neurodiversité au niveau médiatique, malheureusement. Et j'ai été contactée il y a il y a quelques années, et puis jusqu'à maintenant, des jeunes scénaristes ou des émissions de télé, de faire des émissions sur la neurodiversité. Mais pour eux, dans la tête, c'était quoi? Neurodiversité, qui correspond au cerveau, c'était faire un spectacle, moi j'appelle ça le freak show, et que je n'aime pas trop, parce qu'on a quand même utilisé pas mal de membres adultes de l'association qui sont partis avec à mal-être, parce que c'est vraiment utilisé ces personnes comme un spectacle de neurodiversité, c'est-à-dire parler sur l'handicap mental et donc que ça soit des bipolaires, trisomiques, des autistes, alors que pour moi, dans ma tête, neureux, comme tu venais de le dire, pour moi, c'est l'ensemble de la société et c'est au niveau médiatique, on a un peu changé ce concept-là. Allez, on va faire un spectacle, on va faire une émission et puis pour moi, les personnes autistes, enfin moi, ça me touche, donc ça m'a mis très mal à l'aise. Voilà, merci beaucoup Myriam d'avoir abordé ce sujet. En effet, il y a un vrai défi, une vraie problématique au niveau de la question de quelle médiatisation des personnes différentes. Traditionnellement, c'est-à-dire il y a encore 15 ou 20 ans, la seule médiatisation des personnes différentes, c'était le misérabilisme, de montrer des personnes dans des lieux indignes, dans un coin en train de baver, et le bon docteur Trucmuche qui supporte ces petits monstres. C'était ça il y a quelques années. Puis est venue la mode des petits génies calculateurs éclairs. 31 janvier 1979, chacun seul jour de la semaine. Génie autiste. Voilà, ça c'était il y a une dizaine d'années à peu près. Et combien de fois, Myriam l'a très bien dit, j'ai eu exactement le même vécu. Combien de fois nous avons été contactés par je ne sais quel journaliste en quête d'autistes spectaculaires. Vous leur donnez des contacts de personnes autistes, ils vous répondent ensuite, ils ne sont pas assez spectaculaires. Donc, que recherchez-vous exactement dans cette affaire? Et puis, peut-être, il faut le dire aussi, depuis maintenant 1 an ou
deux, il y a une nouvelle mode qui est venue en France. Elle existait depuis quelques années dans les pays de langue anglaise, type Nouvelle-Zélande, que je connais bien. J'ai vécu en Nouvelle-Zélande l'an dernier. Eh bien, donc, c'est, je veux dire, la mode un peu les autistes super sexy. Ah, donc, pour être médiatisé de nos jours, il faut avoir moins de 35 ans, il faut avoir des vêtements impeccables, des dents blanches, si possible chevelure blonde, diction impeccable, statut social et condition absolue, hein, je ne parle pas à la légère, il faut avoir une vie affective. Si vous n'en avez pas, les journalistes ne voudront pas faire votre portrait. Hein. Et je parle en connaissance de cause de ce sujet-là. Et donc, attention à certaines dérives, déformations dans l'air du temps qui finissent par exclure 99% des familles et des personnes autistes de cette représentation, avec des phénomènes absolument pervers. Par exemple, comme les médias sont tenus de présenter un certain nombre de personnes handicapées, donc les médias ont recours à des personnes, on va dire, ultra sexy bling bling, pour utiliser le quota handicap sans faire de handicap. Voyez, c'est un tour de passe-passe absolument dégueulasse. Et je dirais même, il y a ensuite des récupérations politiques, parce que pour les hommes politiques, c'est tout bénef de présenter l'autisme comme étant une particularité de personnes 5 étoiles qui ont absolument tout dans la vie. Pourquoi c'est tout bénef? Parce que ça permet de garder les sous. Voyez, pas besoin de dépenser je ne sais combien de millions, ou voire plus encore, pour par exemple aider à l'apprentissage des personnes autistes qui n'ont pas le langage ou qui ont une vie absolument indigne dans je ne sais quel établissement au fin fond de la Lozère, Corrèze, Creuse, Aveyron. Voyez, et donc ces choses-là, je dirais, sont absolument regrettables. Et je dirais même qu'il y a un très fort risque que le militantisme dans l'autisme perde son sens initial, qui est précisément de venir en aide ou d'être aux côtés des familles les plus fragiles et des personnes autistes qui ont le plus besoin que de trouver un cheminement vers l'inclusion, hein, et non pas, je dirais, de donner aux personnes qui ont déjà à peu près tout, qui sont aux confins extrêmes du spectre, voire largement au-delà parfois. Hein, vous voyez, donc pardon peut-être d'avoir un ton moins badin ou moins plaisant, mais c'est un vrai défi que de réfléchir à la médiatisation des personnes autistes. Et pour dire encore une phrase peut-être, j'ai le grand regret, la grande tristesse d'être probablement l'une des très seules personnes handicapées à être embauchée de façon visible dans un média généraliste, à savoir Europe 1. Oui, c'est très triste que je peine à citer une autre personne parmi les innombrables empochés des télémédias, etc. de France, que je peine à citer d'autres personnes autistes ou d'autres handicaps, hein, voyez-vous. Ah, c'est peut-être toute une réflexion que l'on devrait avoir, hein, sur ce sujet-là aussi. La connaissance de l'autisme telle qu'elle existe dans nombre de pays, on cite toujours le Canada, mais on pourrait citer beaucoup d'autres pays, cette connaissance-là ne s'est pas faite par miracle ou par intervention divine, mais simplement parce que pendant des décennies, eh bien, dans les médias, les personnes, les familles ont été présentes de façon relativement réaliste. Certes, les choses ne sont jamais parfaites, mais néanmoins, si vous interviewez une personne vraiment choisie au hasard dans la rue, que ce soit à Montréal, que ce soit à Wellington en Nouvelle-Zélande ou que ce soit ailleurs, cette personne pourra vous faire un descriptif tout à fait honorable de l'autisme en 5 minutes. Donc ça, je pense, c'est un atout absolument majeur pour créer précisément cette société inclusive. Ben voilà, ben c'est chose dite. Et c'est vrai, en tant que parent, il faut se battre et justement de se pas se laisser. D'ailleurs, maintenant, je refuse systématiquement. Je ne veux plus utiliser les membres de l'association comme des cobayes. Avant, je pensais que réellement c'était pour l'aider et les aider, mais en fin de compte, c'était pour faire une émission, faire un spectacle et après on oublie. Donc, si vraiment ils souhaitent faire une émission, parler d'eux, ben, c'est aussi, on veut de l'aide. Et donc, justement, on doit se battre pour ça et on ne doit pas certainement se laisser faire, ni dans les écoles, ni dans les universités. Et on doit se faire respecter en tant que personne. Voilà.
Est-ce que il y a, je ne sais pas jusqu'à quelle heure on a, est-ce qu'il y a parmi le... 21h30. Bon, bah, peut-être c'est le moment, peut-être que je suis sûre que vous avez des 1000 questions à poser à Joseph. Est-ce que je peux laisser un micro à... Les gens peuvent venir. Ah. Oui, pas venir. C'est vraiment. Non, Oui, je vais parler un peu fort. Non, vos deux universités, ça s'oriente comment qu'est-ce qu'il y a comme matière Oui, merci. Dans vos deux universités, qu'est-ce qu'il y a comme programme, comme matière, comme particularité voilà, qu'est-ce qui fait la différence? Merci beaucoup. S'agissant de l'université Aspi Friendly de Toulouse, qui est la seule à être dès aujourd'hui fonctionnelle depuis la rentrée dernière, donc, eh bien, essentiellement les parcours présents sont mathématiques, physique fondamentale et puis informatique. Ça ne vous étonnera pas. J'avoue que c'est pour le moment un petit peu restrictif, mais comme c'était notre première année, on a tout fait. C'était une sorte de pari fou que la première rentrée se passe à peu près honorablement pour nos premiers étudiants. L'an prochain, je l'espère très fortement, nous ferons mieux dans plus de sites, sans doute à la fac à l'UBO, donc à Brest, sans doute à Rouen, sans doute à Créteil, on l'espère dans d'autres facs encore, voyez-vous. Donc ça, c'est, je dirais, pour la fac de Toulouse. S'agissant du master Ecosim, donc il s'agira d'un master centré là aussi sur l'informatique, mais pas l'informatique, je dirais, extraordinairement théorique, un peu en lien avec d'autres spécificités du monde économique. Par exemple, il y a des cours sur les crypto-monnaies. Dans mon petit cas personnel, je suis passionné de crypto-monnaies, je suis mineur, fabricant de bitcoin et compagnie, voilà. Et je suis d'ailleurs sûr que c'est un truc autistique. Dans la communauté, on rencontre essentiellement des gens bien de chez nous, que les choses soient dites. Donc il y a ces formations-là, des formations en divers langages informatiques, par exemple Python, etc. Enfin, le programme n'est pas encore totalement finalisé parce que ça n'ouvrira si tout se passe comme prévu l'an prochain. Mais en tout cas, vous voyez l'orientation générale. Mais je suis d'accord avec vous que pour le moment, il manque un certain nombre de cursus, pourrions-nous dire littéraires, de façon générale, mais c'est un défi, c'est une tâche à mener, ça c'est certain. Mais vous voyez, c'est exactement comme dans le monde de l'emploi. Dans le monde de l'emploi, désormais, nous avons des cabinets spécialisés informatiques qui peuvent tourner relativement bien, voire très bien. Je pense par exemple à Auticonsult et en matière d'embauche de personnistes, mais à nouveau dans le secteur de l'informatique. Donc, si par exemple vos chers amis avaient les idées business ou un état d'esprit business, vous pourrez faire beaucoup de choses avec les personnistes dans d'autres domaines. Par exemple, dans la restauration, celui ou celle qui ouvrira le premier resto autiste, eh bien, sans doute, je crois, fera non seulement beaucoup de bonnes actions, mais gagnera aussi beaucoup de sous. Voyez, on peut se dire les choses très directement. Parce que oui, une fois que les gens ont testé les restos vietnamiens, chinois, japonais, etc., eh ben, ils veulent manger autre chose. Donc, ils viennent au resto autiste. Et ça existe déjà dans un certain nombre de lieux du monde. Ça tourne même très, très bien. Voyez-vous. Voilà. Alors, ça, c'est à Grenoble, en effet. Il y a le restaurant L'Atypique à Grenoble, qui est un restaurant autiste. Atypique avec un K à la fin. Si vous le recherchez, c'est près du musée de Grenoble, s'il y a des connaisseurs. D'ailleurs, on les avait invités à notre émission de radio à Anguin, parce qu'on a aussi une émission de radio qui est animée par des autistes Asperger. Donc, Joseph, quand il est libre, il vient. Donc, le but, c'est aussi accueillir des invités d'honneur, quel que soit le domaine, pas forcément qui connaissent l'autisme. Mais là, on voulait faire honneur justement à ce restaurant atypique qui est vraiment super sympa. Et ils sont tous autistes qui travaillent dans ce restaurant. Oui.
Sinon, parmi les vraiment très très belles initiatives qu'il convient de saluer, eh bien, il y a l'initiative d'emploi menée par Andros. Andros, le fabricant de beaucoup de bonnes choses. Hein. Et Andros embauche, à ce jour, ça va bientôt monter, 10 personnes autistes. Et je tiens à préciser des personnes autistes choisies pour être non-verbales, donc ils ne parlent pas. Hein, ce sont des personnes autistes qui ont eu des parcours de vie catastrophiques, souvent qui ont passé des années dans les lieux les plus indignes, sous les camisoles chimiques les plus redoutables, les personnes dont on était sûr et certain qu'elles étaient vouées à la poubelle, et le terme n'est pas exagéré. Eh bien, aujourd'hui, ces personnes-là travaillent en milieu ordinaire, avec les personnes non autistes, dans la même usine que les autres, et qui ont une efficacité, une productivité bien supérieure à celle des non autistes. Et je parle en connaissance de cause. Le patron de Andros, M. Dufresne, est un ami assez proche. Et je le vois très souvent. Il me raconte plein d'anecdotes de ce qui se passe. Et je connais aussi accessoirement les personnes de façon plus directe. Hein. Donc, ce qui est très impressionnant, c'est par exemple, si vous demandez à une personne autiste, eh bien, de peser 4,6 kg de sucre et de mettre cela dans un bac, vous aurez toujours 4,6 kg de sucre. Si vous demandez la même chose à des non-autistes, vous aurez tantôt 5 kg, 4 kg, 3 kg, selon l'humeur du jour, la météo et l'âge du capitaine. Voyez-vous. Donc, encore pour le sucre, ça ne coûte pas trop cher. Mais après le sucre, il faut mettre la vanille. Et là, au moindre dosage, la moindre erreur de dosage, eh bien, vous aurez des coûts absolument faramineux. Et donc, pour la seule année 2017, pour la seule usine de Ono et pour les seules 10 personnes autistes embauchées là-bas, Andros a économisé plus de 30 000 € de vanille. Quoi. Donc, l'autisme est vraiment écologique, hein, et économique aussi. Hein. Question comme ça entre nous, quel est le taux d'absentéisme à votre avis des travailleurs autistes? Il est de 0. Quel est le taux de grève des travailleurs autistes? Il est strictement égal à 0. Voyez-vous. Et beaucoup plus encore, par exemple, il y a eu quelques anecdotes. Par exemple, on avait demandé donc à M. Dufresne, le patron d'Andros, et si jamais il fait une crise, hein, vous voyez, dans l'imaginaire collectif, parfois on associe l'autisme aux crises. Bon, sachant que 99 des crises de comportement que j'ai assisté dans ma vie étaient dues à des non-autistes. Mais bon, passons. Hein. Et donc, le patron d'Andros a été absolument impérial. Il avait répondu du tac au tac, eh ben, je vais le virer, quoi. Sauf que jusqu'à ce jour, il n'a jamais viré un seul autiste. Un taux d'échec de 0, hein, pour le moment. Hein, voyez-vous. Et il y a des choses absolument invraisemblables. Juste une anecdote, je ne vais pas monopoliser le temps de parole. Juste une anecdote terrible que j'ai apprise samedi dernier. Yenny, qui est une jeune femme non-autiste, hein, qui travaillait chez Andros et qui maintenant s'occupe de diffuser les bonnes pratiques d'Andros ailleurs, eh bien, un jour, elle était avec un jeune homme autiste non-verbal. Hein, donc, elle n'avait jamais entendu le son de sa voix. Le jeune homme s'approche de Yenny et place son index sur son ventre. Et là, pour la première fois, elle entend le son de sa voix. Il dit « bébé ». Ah, Yenny se dit, il délire, enfin, ça va pas, il m'agresse, que sais-je. Sauf que 2 semaines plus tard, elle apprenait qu'elle était enceinte. Donc peut-être de nouveaux métiers pour autistes. Je plaisante. Mais en tout cas, ce qui est marrant, c'est que ce même jeune homme, hein, qui était vraiment jugé parmi les cas les plus absolument désespérants, les médecins avaient dit vraiment vie au mieux animal, etc. Hein. Donc ce jeune homme, maintenant, à l'âge de plus de 30 ans, il commence à apprendre à parler, il commence à s'exprimer relativement bien. Le fait d'avoir un travail, d'avoir des conditions de vie plus humaines permet, je dirais, de faire d'autres apprentissages. Il n'est jamais trop tard pour apprendre de belles choses et acquérir des compétences. Certes, le mieux c'est que ce soit fait dans l'enfance, hein, mais néanmoins, les choses ne sont jamais perdues. Ça, c'est très important à souligner aussi. Bien, oui, et puis moi je pense que les autistes sont intuitifs. Ils sentent, comme ils ont une hypersensibilité, mais ils sentent pas mal de choses et ils sont assez intuitifs. Moi, je pense qu'ils voient les choses plus dans le futur que nous. Voilà. Est-ce qu'il y a-t-il d'autres questions? Voilà.
Bonsoir. Excusez-moi pour ma méconnaissance. En fait, depuis 2 mois, c'est seulement depuis 2 mois que je me suis complètement lancée là-dedans. Et donc, je ne vous connais pas et je ne connais pas votre association non plus. Donc ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est pour Joseph. C'est que, ou vous deux, donc vous savez que, enfin, que les autistes, ils ont des intuitions et des sensibilités particulières et notamment exponentielles. Et donc, on sent des injustices ou des maltraitances, même, enfin, c'est psychologique ou même physique, mais de manière invisible. Comment est-ce que vous traitez cela, votre colère qui retenait en vous et ne pas se faire mal dans son corps? Enfin, comment le gérer? Parce que moi, j'arrive pas. Enfin, c'est pas j'arrive pas, j'arrive très bien, sauf qu'aujourd'hui, je découvre, c'est peut-être sans doute à ça, et ça explose. Alors, moi, je comprends tout à fait. Vous venez d'être diagnostiqué? Non. Vous ressentez que vous êtes peut-être en décalage, vous ne comprenez pas les choses. Oui. Alors, oui, ça arrive. Je ne suis pas une spécialiste, mais par rapport aux expériences, c'est vrai que c'est difficile et il y a beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes, il y a beaucoup d'hommes aussi, des jeunes qui sont harcelés à l'école. Et je comprends qu'il y a la soupape qui explose et on dit ça suffit. Alors, comment fait-on? C'est difficile déjà, il faut que vous soyez vraiment, il faut que vous voyez quand même quelqu'un. Vous pouvez venir nous voir, nous rencontrer. Vous pouvez aussi rencontrer des femmes comme vous qui sont aussi dans les difficultés parce que vous allez vous en sortir aussi. Le fait de garder en soi la souffrance, vous allez le garder. Et ça va être difficile d'en parler. Il faut en parler. D'ailleurs, vous avez fait le pas, là, déjà, ce soir. Donc déjà, c'est une bonne chose. Donc il faut en parler parce que plus on en parle, c'est mieux. Et ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vous sentir à 100% bien. Mais d'un autre côté, ça va vous soulager et d'entendre que vous n'êtes pas la seule et comment il faut faire. Et puis, de toute façon, les gens qui vous font du mal, il ne faut pas vous laisser faire et vous dites merde, quoi. Et il faut vous battre et vous vous laissez surtout pas faire. Et puis on est là pour ça aussi, parce qu'on arrête aussi parce qu'il y en a partout. Et puis il faut dire, ça suffit maintenant. Vous avez le droit d'exister et vous avez le droit aussi de crier et d'arrêter. Alors, moi, je me suis présentée tout à l'heure. Je suis Myriam Sarbach, donc fondatrice de l'association Asperger Amitié. Je suis toujours présidente. Ça fait 8 ans que l'association existe. Mais je suis aussi mère d'un enfant adulte Asperger qui a 25 ans maintenant. Voilà. Et nous faisons pas mal d'activités. On a aussi des cafés-rencontres où vous pouvez venir, vous nous appelez, parce qu'on a énormément de monde. Alors c'est vrai que le café est tout petit et des fois il y a vraiment des personnes qui attendent à l'extérieur et ils n'ont pas été bien dirigés parce que c'est vrai, on a beaucoup de monde. Donc si vous voulez être mieux accueillis, et c'est vrai, il vaut mieux que vous m'appelez avant. Comme ça, on peut prendre le temps de discuter ensemble et que vous pouvez aussi rencontrer d'autres personnes. Et on fait aussi des activités, des ateliers, des sorties happy hours que j'ai mis en place pour les 30 ans et plus. Donc, c'est bien. Mais justement, pour venir à une première rencontre sans vous engager, parce qu'il n'y a pas d'engagement, vous venez nous rencontrer au Café Rencontre qui est le premier samedi du mois. Donc, c'est le 1er décembre. Donc, si vous voulez, je serai là. Voilà. Et puis pour Joseph, je vous laisse. Merci. Merci beaucoup d'avoir pris la parole. Il y a en effet une particularité de l'autisme qui est le sens de la justice. Les gens autistes ont souvent un sens de la justice très fort, extrême, et qui peut parfois véritablement orienter le cours de leur vie.
Les gens autistes font partie de ces personnes qui sont prêtes à tout sacrifier, littéralement tout sacrifier, pour corriger une injustice qui a lieu à Pétaouchnok concernant des gens qu'elles ne connaissent pas ou à peine. C'est parfois absolument saisissant. À mon avis, c'est une qualité. Voyez. J'oserais citer à ma façon Krishnamurti qui disait que être bien adapté à une société profondément malade n'est nullement un signe de bonne santé. Hein, voyez. Peut-être qu'on pourrait voir ce sens de la justice comme étant un trait positif. Après tout, je pense qu'en aucune façon l'injustice ne devrait être considérée comme positive ou souhaitable. Donc d'une certaine façon, une forme, j'oserais presque dire, de colère rationnelle peut être totalement indiquée par rapport à un certain nombre de choses qui se passent dans notre monde. Ensuite, ce qu'il convient de travailler peut-être, c'est l'expression de ces choses, de savoir exprimer ces choses de façon constructive, comme le dirait une amie autiste chère, à savoir Stéphanie Bonneau-Brier, que beaucoup de gens connaissent, du moins je l'espère. Donc savoir, je dirais, exprimer ces choses, ces combats-là de façon constructive, non pas destructive. De savoir, par exemple, trouver des trucs et astuces personnelles pour gérer ses émotions. C'est variable de personne en personne. Il y a des gens qui ont un tempérament plutôt calme, voire plutôt mou comme votre serviteur. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Mais néanmoins, il existe, quoi qu'il en soit, un certain nombre de trucs et astuces qui existent. Un certain nombre de personnes autistes, et notamment, je dirais, les personnes qui sont en plus hyperactives, ou alors TDAH, si vous aimez ce type de sigle, un peu de sport quotidien, voire même beaucoup de sport quotidien peut être indiqué. Il existe des façons de trouver une activité sportive adaptée pour vous. Il existe par exemple aussi toutes sortes de lieux qui sont plus tranquilles pour vous. Dans le jargon angloïde, on appellerait ça des refuges sensoriels. Savoir construire un petit refuge sensoriel dans sa chambre, voire au bureau si votre patron est d'accord et il faudrait négocier cela avec le patron, eh bien, cela permettra considérablement d'améliorer votre qualité de vie. Et je pense qu'il existe des mesures relativement simples qui permettront à la personne autiste de vivre de façon plus harmonieuse sans crise majeure. Pour apprendre ces petits trucs, le mieux c'est d'avoir un dialogue avec d'autres personnes autistes. C'est là qu'on apprend les 1001 petits trucs. Juste pour donner un exemple trivial, c'est absolument trivial, mais simplement on ne le trouvera pas dans un bouquin médical. Question à vous, comment est-ce qu'on met ses chaussettes? En fait, on les met à l'envers pour que les coutures soient côté externe. Voyez, les non-autistes sont des gens masochistes et ils mettent les chaussettes couture côté peau pour bien souffrir toute la journée. Vous mettez les chaussettes inversées. Si jamais d'autres personnes se moquent de vous, dites que Lady Gaga met ses chaussettes à l'envers. Le lendemain, vos collègues viendront avec les chaussettes à l'envers. Voyez, donc ça marche comme ça, la société humaine. En trouvant un petit truc, parfois un tout petit truc, eh bien votre qualité de vie pourra être sensiblement améliorée. Et indirectement aussi celle de la famille, par exemple. Moi, je vais faire le tour de... Juste quelques petites choses à dire. Je n'ai pas été diagnostiqué autiste, mais je suis très sensible à l'intuition, la justice. Il y a un mot que j'ai entendu, le mot animal. Et je rebondis un peu sur le livre de Frédéric Lenoir, là, qui est juste derrière moi, sur le rapport des humains au monde animal, et en particulier l'autisme, les autistes. Quel est le rapport avec nos compagnons? Est-ce que c'est un plus? Je le pense, naturellement, déjà pour tout à chacun. Mais est-ce que, en termes de communication, d'intuition, de langage particulier, cela peut permettre un développement, une adhésion, un partage avec tous les humains que nous sommes? Vous avez presque... Voilà.
Oui, non. Alors, oui, en général, oui. Alors, il y a des enfants qui ont peur, hein, donc il ne faut pas oublier de le signaler. Mais c'est vrai qu'un enfant, un animal ne fera pas du mal. Alors, on dit équithérapie, ça aide beaucoup. Les chats, si on n'est pas allergique aux poils, hein, parce que le ronronnement, ça fait... Moi, bon, je ne peux pas parler toujours l'expérience de mon fils, par exemple. Alors on disait l'autisme, mon fils était tout à fait normal, hein, quand il est né, il mangeait bien. Je vais vous donner juste un exemple, il mangeait très très bien, c'était un super bébé. Et bon, on dit que l'autisme c'est génétique, moi je dirais c'est plutôt aussi environnemental et tout ce qui est engendre. Alors il y avait un grand débat sur le vaccin, je ne vais pas faire peur à tout le monde, mais c'est vrai que quand mon fils il y a eu un deuxième rappel, il ne parlait plus. Il a commencé à regarder ma bouche, il ne répondait pas à son prénom. Et donc, peut-être au niveau des gènes, il était déjà dans les gènes autistiques, mais ça l'a renforcé. Maintenant, il a commencé, il a parlé, il a stagné. Et pour les premières phrases, c'était sur un cheval. Donc, c'est vrai que Joseph, il disait, c'est vrai, il a la chance, c'est vrai, que mon mari est dans le milieu médical. Donc ça aide beaucoup aussi. Et puis, je lui ai tout donné. Tout ce que je pouvais donner, que ce soit tous le sport, la natation. Il avait peur de mettre, par exemple, la tête dans l'eau. Et petit à petit, écoutez, j'ai toujours valorisé les personnes qui donnaient des cours de natation, par exemple. J'ai dit, grâce à vous, s'il arrive à nager, ce sera super. Et donc, j'ai toujours valorisé aussi ces gens-là, parce qu'ils ont besoin, comme ils ne connaissent pas l'autisme, on est obligé un peu de les mettre dans les poches. Donc, en fin de compte, c'était ça. Mais il a tout fait. Le karaté, le judo, j'étais toujours là. C'est important que les parents restent avec l'enfant. Ça, c'est important parce que c'est pas une récréation qu'on va laisser l'enfant autiste avec on ne sait pas ce qui se passe pendant le cours. Donc, il faut toujours rester en présence. Et pour répondre à votre... Oui, je pense que l'animal, ça peut beaucoup apporter. Merci, merci beaucoup pour votre question. Merci pour ce qu'a dit Myriam. Alors, en effet, les liens entre les animaux et les personnes autistes, c'est une très longue histoire qui remonte au tout premier livre sur l'autisme écrit par une personne autiste, à savoir à Temple Grandin. De façon schématique, dans le top 4, si j'ose dire, des animaux en lien avec l'autisme, en numéro 1, on a les chats. Numéro 1 en termes statistiques. Il y a un lien très fort, très particulier entre les chats et les personnes autistes. Il y a même eu un livre sorti sur le sujet qui s'appelle « Tous les chats sont autistes »,« All cats have Asperger ». Et pour l'anecdote, c'est une blague entre nous, je pense qu'on peut la dire. C'est un superbe livre de photos de chats. J'avais offert ce livre à mon ancienne patronne, à savoir Ségolène Neuville, la ministre. Et donc, elle avait exposé ce bouquin dans son bureau près du portrait de Hollande. C'était un grand moment. Non, bref, passons. Sinon, après, en numéro 2, il y a les chiens. Les chiens ne sont pas en numéro 1 pour une raison simple, c'est qu'ils aboient souvent. Et les aboiements de chiens peuvent être dramatiques. J'avais une amie qui s'est suicidée à cause des aboiements du chat du voisin. Bon, c'est un cas extrême, mais un certain nombre de chiens sont mieux éduqués que d'autres et un certain nombre de personnes autistes le supportent mieux, je dis, les aboiements de chiens. Mais un chien peut rendre des services absolument inestimables. On devrait avoir ce qu'on appellerait des chiens guides d'autistes. En anglais, ça s'appellerait un service dog. C'est tout à fait banal, ou presque en Amérique, par exemple. Simplement, en France, les écoles de chiens guides d'aveugles sont dépassées par les demandes et ne comblent qu'à grand-peine les demandes des personnes aveugles. Donc, malheureusement, ce n'est pas demain sans doute qu'on aura des chiens guides d'autistes dressés de façon professionnelle. Mais dans l'absolu, ce serait souhaitable. Une citation de camarade autiste, donne-moi l'hiver, donne-moi les chiens, garde tout le reste. Bon, je pense que tout est dit là-dedans. Sinon, peut-être en numéro 3, on peut citer les chevaux. Alors là, fabuleuse histoire, les liens entre chevaux et autistes. Et il y a des chevaux qui, par leur simple présence,
mettre fin à toutes les crises de comportement, à tous les moments difficiles. Combien de mes amis autistes ont une passion depuis leur plus tendre enfance pour les chevaux? Et je repense par exemple évidemment à Amélie, qui s'appelle Zach Valren, championne du monde de Wikipédia. Bon, Wikipédia, c'est notre site national, c'est fait pareil pour les autistes. Donc elle, Amélie, a consacré sa vie depuis sa plus tendre enfance aux chevaux. Si vous avez lu quoi que ce soit sur Wiki, sur les chevaux, vous avez lu des textes d'Amélie, voyez. Et donc Amélie est quelqu'un qui ne monte pas à cheval, et qui n'a pas de diplôme, mais justement qui a créé à l'âge de 34 ans actuellement des dizaines de milliers d'articles scientifiques sur les chevaux, voyez. Et il y a quelque chose d'extraordinairement fort dans cette histoire. Il y a aussi un concept que je trouvais ridicule un peu au début, mais qui ne l'est pas, c'est le cheval guide d'autiste. Ça n'existe pas en France, mais dans d'autres pays, on choisit des poneys qui guident les autistes dans les magasins, etc. C'est tout à fait intéressant. Bon, passons sur un détail. Puis ensuite, il y a les animaux un peu bizarroïdes. Donc, en numéro 4, tout ce qui est insectes, petits reptiles et autres. Bon, ça peut passer pour surprenant, mais il y a des histoires de vie absolument géniales. Peut-être juste une. Si vous connaissez la ville de Lausanne en Suisse, sur les hauteurs de Lausanne, il y a l'attraction majeure de la ville qui est le Vivarium. Le Vivarium de Lausanne, qui attire les touristes du monde entier, n'a pas été créé par la ville de Lausanne ni par le canton de Vaud. Il a été créé par une personne unique, par Jean Garçonni. Ce type-là, d'un bonhomme d'une très haute excentricité, eh bien, je l'ai connu personnellement. Une fois, il y a quelques années, une journaliste de la RTS avait arrangé un rendez-vous entre Jean Garçonni et votre serviteur. Je suis entré donc dans l'appartement privé de Jean Garçonni. C'est là que j'ai eu un moment de stupeur parce qu'il y avait encore plus de reptiles dans son appart privé que dans le vivarium. Et Jean Garçonni, au moment où il s'est approché de moi, au lieu de me dire bonjour ou que sais-je, il a dit mot pour mot, j'ai consacré ma vie aux scorpions. Là, les choses sont dites. Et en effet, il ne parlait que de ça. Donc, Jean Garçonni est décédé l'an dernier. Mais je crois, par les décennies de sa vie passionnée, il a donné, je dirais, à Lausanne, et bien plus qu'à Lausanne encore, un lieu où viennent petits et grands s'émerveiller un peu et découvrir beaucoup de choses liées aux animaux, liées à la terre. Voyez. Donc, finalement, on a besoin de gens comme ça. Et ma petite hypothèse, c'est que finalement, beaucoup de musées du monde ont été fondés à partir d'un bric-à-brac autistique, plus ou moins, je dirais, pérennisé ou pas. Donc, en tout cas, pour revenir à votre question, oui, le lien avec les animaux est tout à fait central. Et cela permet de parvenir à un meilleur fonctionnement, de gérer ou résoudre les troubles du comportement éventuels. Et puis aussi, cela permet à la personne de communiquer. Vous voulez encore une anecdote sur un sujet? Je peux une minute ou deux? Peut-être c'est un peu indiscret ce que je m'apprête à dire, mais j'ai une amie qui maintenant est de fait, alors pas de jure, mais de facto, devenue la présidente du marché aux puces de Saint-Ouen. C'est une amie qui avant avait créé l'univers des robes de chez Lolita Lempicka, cet univers onirique, voilà. Et donc maintenant elle a une nouvelle fonction. Et cette amie-là, je me suis un peu lancé dans des indiscrétions, peut-être pas très correctes à dire, a une nouvelle passion depuis quelques mois. Elle est en train de dessiner la mascotte du marché aux puces. Laquelle mascotte sera, à votre avis, quel animal? Logiquement, une puce, voilà. Donc pour elle, c'est ma puce. Voilà. Et donc, depuis quelques mois, quelques semaines, elle vit une sorte d'histoire d'amour avec sa puce. Vous voyez, elle la dessine sous mille et une formes. Et c'est extraordinairement joli, je trouve vraiment, avec les vêtements, les visages, les expressions du visage sur des centaines et des centaines de pages de croquis. Voyez-vous, donc si dans un avenir très prochain, vous voyez des puces artistiques débarquer, vous saurez que ça a été
effet, donc pas des gens de chez nous, vous voyez. Et si vous voulez, dans ce même type d'univers-là, vous pouvez lire au hasard des interviews de Philippe Stark qui explique clairement comment son autisme a été son moteur de créativité. Je vous laisse découvrir ça. Évidemment, tout ce petit monde s'assemble, qui se ressemble, s'assemble, et donc il y a des liens. Bon, je l'ai déjà trop dit, je ne veux pas que ça amène des soucis, mais en tout cas, sachons-le que peut-être l'un des facteurs d'émerveillement dans la vie, c'est précisément de savoir établir des liens avec peut-être toute la palette des possibles. Moi, je ne pense pas que je serai copain avec ton ami Scorpion. Y a-t-il... Bonsoir. Alors, je vais peut-être faire mon côté un peu militant et chiant. Mais je voulais revenir sur ce qui avait été dit, justement sur le côté des vaccins. On associe des fois l'autisme au vaccin. Mais est-ce que c'est forcément lié au contenu des vaccins et pas au fait de faire justement une vaccination qui reste quand même quelque chose d'assez violent, surtout quand on est petit et qu'on n'a pas l'habitude? Et je voulais revenir aussi sur le fait qu'il y avait plusieurs personnes aussi qui mettaient en avant que ces personnes qui n'avaient pas été diagnostiquées. Moi, je suis entourée de personnes autistes et qui ont été diagnostiquées quand elles étaient enfants. Ces personnes me disent que j'ai clairement beaucoup de signes autistiques et du coup, je me suis renseignée pour pouvoir avoir un diagnostic. Sauf que quand on est adulte, les centres, la majorité, en tout cas, ils sont pour les enfants. Et sinon, je me suis renseignée dans le privé, ça coûte de l'argent. Et du coup, les temps d'attente, certaines fois, pour les adultes, ça peut être extrêmement long aussi. Et du coup, je me dis à quoi ça sert d'avoir un diagnostic, sachant que j'ai de la chance de pouvoir m'en sortir au niveau professionnel. Je fais partie de ces personnes-là qui arrivent à avoir un travail, même si c'est compliqué et même s'il faut des adaptations. J'ai la chance d'avoir des employeurs compréhensifs. Donc, pour moi, ça ne servirait pas à grand-chose. Mais voilà, c'était aussi pour mettre en avant que le problème de diagnostic en France, pour les adultes, est extrêmement compliqué. Voilà. Pardon, merci beaucoup. En effet, vous avez dit très bien les choses. Les listes d'attente pour les diagnostics sont un scandale, y compris pour les enfants d'ailleurs. Donc les parents qui ont des sous recherchent des professionnels, pas toujours d'ailleurs bienveillants, mais en payant bonbon, vous pouvez sauter, je dis, la file d'attente. Bon, ça, je dis, c'est un spectacle très triste, qu'on se le dise. S'agissant des adultes, les délais sont en effet encore plus catastrophiques. Des années d'attente selon les lieux, selon les départements, etc. Et là aussi, avec les inégalités entre ceux et celles qui ont des sous et qui n'en ont pas. Donc là, on a un vrai souci. Ensuite, il y a encore des phénomènes plus sombres. C'est très compliqué à dire parce que ça risque d'être mal compris, ça risque aussi de m'attirer des problèmes, mais il faut peut-être au moins esquisser cela. Il y a, je dirais, un certain type de business ou d'outil-business qui se développe. Et il y a un certain nombre de professionnels qui diagnostiquent même les poissons rouges, du moment que le poisson rouge paye 10 000 euros, si possible en espèces, voyez-vous. Voilà. Donc, il y a, je dirais, un certain nombre de situations totalement inadmissibles qui se passent. Je pense qu'il est absolument anormal de voir des notes de cabinet de psychologue à 13 000 euros et quelques, comme j'en ai vu. Voyez, c'est, je pense, tout à fait choquant, c'est scandaleux. D'autant plus que la qualité, la compétence professionnelle d'un certain nombre de ces personnages est inversement proportionnelle au montant demandé. Oui, il faut que les choses soient clairement dites à cet égard-là. Et puis aussi peut-être, alors peut-être que je ne devrais pas dire cela, mais il y a aussi un certain nombre de personnes, c'est tout nouveau. Il y a un certain nombre de personnes, je ne parle de personnes ici dans cette salle, c'est dans l'abstrait. Il y a un certain nombre de personnes
qui mènent des campagnes de harcèlement sur les réseaux sociaux contre les professionnels pour qu'ils lâchent tel ou tel diagnostic. Et donc les professionnels, pour se débarrasser des patients les plus chiants, leur donnent tous les diagnostics qu'ils veulent, y compris 5e mois de grossesse pour moi, etc. Tout ce qu'on peut imaginer. Donc il y a un certain nombre de côtés peu réjouissants et qui sont d'ailleurs des conséquences parallèles de cet engorgement massif. À chaque fois que vous avez un blocage, il y a des gens qui recherchent le marché noir, voyez-vous. Donc c'est un peu la même situation qui se produit. Donc tout n'est pas rose et il y a un certain nombre de pratiques qu'il convient de dénoncer. J'ai un certain nombre d'amis, par exemple, à l'Ordre de Malte. Ils ont fait des calculs sur les honoraires moyens des professionnels dans l'autisme. Eh bien, au cours des 3-4 dernières années, ça a quadruplé, voyez-vous. Pour un niveau, je dirais, parfois plus que lamentable. C'est un certain nombre de prétendus formateurs sur l'autisme bégayent en essayant d'annoncer ce que dit Wikipédia sur l'autisme. Et je ne caricature nullement, voyez-vous. On a, je dirais, un certain nombre de dérives qui sont très tristes et il appartiendrait au pouvoir public de maintenir, je dirais, un minimum de cadre éthique. Bon, j'arrête là, je ne veux pas finir lâché, mais en tout cas... Oui, de toute façon, c'est vraiment un sujet, je ne sais pas, on a mais c'est vraiment les questions, les 3 questions, c'est vraiment... c'est très important de répondre. Effectivement, il y a un business autour de l'autisme, ça il faut le savoir. Bon, il y a le business pour tout. Maintenant, pour faire un diagnostic, c'est vrai, il y a des bons professionnels. Il faut savoir, pour faire un diagnostic en adulte, il ne suffit pas de faire 1 ou 2 ou voire 3 fois un psychiatre en disant « Oh bah tiens, voilà, j'ai discuté avec ce patient, allez, vous êtes diagnostic ». Le problème, c'est que aussi, au niveau médiatique, et bon, c'est bien qu'on en parle, par exemple des autistes Asperger, à un moment donné, les parents voulaient que leurs enfants soient Asperger. Non mais c'est devenu incroyable. Et ça c'est... d'ailleurs, on ne le dit plus, heureusement, mais maintenant, il y a des professeurs qui disent « Vous êtes trouble spectre autistique, donc TSA ». Peut-être avec un profil Asperger, mais peu importe. Ce qui est important, c'est de faire un diagnostic. Mais à un moment donné, depuis ces 3 ou 4 années, alors peut-être c'est grâce aussi au cerveau d'Hugo, je suis désolée, mais c'est vrai qu'on a apporté quelque chose, c'est bien, autistes, Asperger, chouette, ce sont des autistes super intelligents. Tous les autistes sont intelligents. C'est juste un handicap... comment dire, une différence entre les uns et les autres, mais ils se ressemblent, ils ont chacun un problème de comportement de toute façon. Maintenant, pour faire un diagnostic, je peux vous donner des adresses. Il y a des hôpitaux. Malheureusement, pour adultes, l'hôpital Salpêtrière, il n'y a plus de diagnostic pour les adultes parce que le médecin est parti. Il n'y a personne qui peut prendre sa place. Mais il y en a d'autres. Aussi, dans les cabinets privés, il faut faire aussi attention. Il y a des psychiatres qui sont bons, mais ils vont voir 3 ou 4. Enfin, comment ça se passe, le diagnostic? C'est pas uniquement à voir, vous avez quand même une équipe pluridisciplinaire. Ils vont quand même poser des questions depuis de A à Z, voir le comportement, mais aussi discuter avec les parents ou les à côté. C'est vraiment une équipe pluridisciplinaire. La plupart dans les hôpitaux, ce ne sont pas les médecins qui font vraiment des tests, c'est plutôt des psychologues qui travaillent avec l'équipe, parce que le médecin n'a pas vraiment le temps. Quand vous allez dans un cabinet privé, il n'y a pas forcément l'équipe pluridisciplinaire. Donc, il n'y a pas forcément peut-être tout le bagage et faire les tests logiciels et puis poser telles des questions parce qu'il doit rentabiliser sa journée. Voilà, donc vous pouvez nous contacter, je peux vous donner. Maintenant, au niveau des vaccins, c'est un sujet très, très délicat. Très délicat parce que ça peut l'être aussi, les vaccins. On ne peut pas dire que les vaccins... c'est aussi, il faut vacciner les enfants. Mais c'est vrai que maintenant, on met des adjuvants dans les vaccins qui peut aussi donner un enfant qui est susceptible d'être autiste, peut déclencher l'autisme. Donc, c'est les adjuvants qu'on donne dans les vaccins. Maintenant, il en faut 12, maintenant, je crois, qu'avant, il
Il y a plusieurs années de ça, c'est que 3, mais après 6, maintenant il y en a 12. Donc c'est vrai, pour un petit bout de chou qui reçoit tous ces vaccins, c'est pas forcément... voilà, donc voilà, mais ça c'est un grand débat et ça... il y avait un gros problème d'ailleurs, vous pouvez voir sur le site de Andrew Wakefield, je crois. Andrew Wakefield, c'est un Anglais qui a fait des recherches justement sur les vaccins et bon, vous pouvez lire sur ce sujet. Mais c'est un débat qui est assez critique et on a peur d'en parler parce que bon, c'est quand même, ça rapporte beaucoup d'argent au labo. Voilà. Merci, je voudrais apporter un témoignage. Donc j'ai 52 ans et j'ai fait le processus de diagnostic au printemps dernier. Ça a été très destructeur. Donc j'avais été encouragée à le faire par mon médecin traitant, par le centre ressources autisme où j'avais vu une psychologue pendant 2 heures et qui m'avait clairement dit, écoutez, faites la démarche. Je suis en invalidité depuis 2 ans, après un état de stress post-traumatique chronique invalidant. Je travaillais dans le social, donc émotionnellement c'était très difficile. Et pendant mon arrêt maladie, donc j'ai eu différents diagnostics et une suspicion de la part des professionnels, quelque chose que moi je connaissais absolument pas. Donc avec ce sentiment d'être toujours étrangère au monde qui m'entoure. Et le diagnostic pour aller en milieu hospitalier, donc c'était beaucoup trop long pour moi, puisqu'on m'avait dit 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans. Si ce n'est qu'à Versailles, le délai est beaucoup plus court pour les adultes, puisqu'il peut être entre 3 et 6 mois, si on peut se déplacer jusqu'à Versailles. N'empêche que je suis allée dans le privé, j'ai vu 3 psychiatres, j'ai eu 3 avis différents, dont un psychiatre qui m'a clairement dit qu'il ne croyait absolument pas aux troubles du syndrome autistique féminin, à l'hyperadaptation donc des petites filles et aux manifestations et notamment à toutes les recherches qui ont été faites par Fabienne Casalis. Et donc voilà. Et moi j'ai renoncé. Donc j'ai fait tout un travail avec une psychologue et je me suis dit que finalement ce qui comptait c'est que je sois au clair avec ma différence. Et qu'à l'âge que j'avais, de toute façon, étant donné que je suis déjà reconnue travailleur handicapé, que je suis en invalidité de catégorie 2, voilà, si c'est pour avoir une sécurité administrative quelque part ou une reconnaissance administrative, je l'ai déjà. Et je vous rejoins en me disant que je crois qu'il faut vraiment beaucoup de prudence. Et je crois que ce qui me fait le plus de peine, c'est que de voir dans le milieu médical, il y a des informations qui sont complètement contraires, complètement contradictoires. Et quand on arrive dans un cabinet et que le médecin vous dit simplement, médecin psychiatre vous dit, mais de toute façon, regardez, de temps en temps, vous me regardez dans les yeux. Oui, d'accord, je pèse aussi mes céréales tous les matins pour qu'elles fassent 30 grammes. Tous les matins. Sinon, c'est pas possible. Une tache sur une robe, ça bouleverse ma vision du monde, ça bouleverse mon équilibre du monde. Et ça, c'est pas entendable, en fait. Une multitude de choses comme ça. Donc, voilà. Et c'est une belle invitation d'entendre parler de l'existence de la singularité, de l'existence de la différence. Et je vais terminer par un médecin qui m'a dit quelque chose qui m'est resté et qui m'a dit, vous voyez, en France, le problème, et dans nos sociétés occidentales, c'est qu'entre la normalité et la maladie, il n'y a pas d'espace. Donc moi, je reçois des personnes qui se sentent tellement hors normes qu'elles viennent chercher une réponse dans la maladie. Et moi, en tant que médecin, ça me gêne beaucoup, parce que ce que je voudrais, c'est qu'il y ait un espace où il puisse y avoir une acceptation, non pas de la différence, mais de la singularité, en fait. Voilà.
Merci beaucoup pour votre propos. Merci vraiment pour votre parcours de vie. Très beau témoignage, en effet. Donc, merci à vous. Ensuite, il faut peut-être, hélas, reconnaître une chose, c'est qu'un grand nombre de professeurs de santé n'ont reçu aucune formation, littéralement aucune formation en matière d'autisme. Et jusqu'à il y a 2 ans, et jusqu'à une décision de mon ancienne patronne Ségolène Neuville, vous pouviez devenir médecin en France, même psychiatre, sans jamais avoir entendu parler de l'autisme pendant toutes les années du cursus. Voyez-vous, c'est tout à fait saisissant. Pour ce qui est d'autres professionnels, il est encore à ce jour relativement banal qu'il n'y ait soit aucune mention du tout de l'autisme, soit alors des histoires de Mamie Dolto et autres lac Henry, si vous voyez le sous-entendu. Et on entend des choses tout à fait saisissantes, rien que par exemple ce midi, j'étais à Nantes, il y avait donc une éminente professeure très connue en plus, dans le domaine de la psychiatrie, qui disait des choses telles: si j'enregistre ça et si je passe ça à mes amis québécois, ils croiront au gag du siècle. Voilà, ça sera vraiment leur source de rigolade inépuisable. Donc il y a, je pense, un certain nombre d'obstacles liés à l'ignorance profonde d'un certain nombre de professionnels. Et non seulement, je dis ignorance, je dirais innocente, parce qu'après tout, on ne peut pas tout savoir, mais une ignorance, je dirais, radicalisée au sens où la personne ne veut pas savoir et refuse de s'instruire. Et vous regarde de très haut, comme le disent les non-autistes, si jamais vous, en tant que non-médecin, osez prétendre apporter des informations aux grands savants. Pour l'anecdote, et ça, Myriam a connaissance de cette histoire, on avait traduit il y a quelques années l'autisme pour les nuls. Et c'est un texte à l'origine américain, d'un ami américain de Stephen Shaw. Et ce qui a fait un peu scandale, c'est qu'un certain nombre de passages étaient absolument impossibles à traduire en français. Par exemple, il y avait des passages sur « éduquer votre médecin sur l'autisme ». Bon, il y avait tout un chapitre qui s'appelait « Apprendre à gérer sa fortune ». Ça, on a dû censurer ce chapitre-là parce que ce serait trop provocateur. Je crois que gérer sa fortune, c'est le dernier des soucis des adultes autistes français. Du moins, je ne connais pas vraiment d'adultes autistes qui aient, je dirais, ce type de problématique. Et j'ai demandé d'ailleurs son avis à un ami autiste américain sur comment est-ce que je pourrais traduire ce chapitre. Il m'avait répondu mot pour mot: mais c'est très important de savoir gérer sa fortune. Bon, bah, ok, rien compris, quoi. Oui, donc, il y a un certain nombre de blocages qui ne sont pas liés à vous, mais qui sont liés, j'allais dire, au corps médical. Et en effet, sur le tout dernier point que vous avez souligné, les médecins sont traditionnellement formés à vouloir guérir des maladies. Mais l'autisme n'est pas une maladie. Donc dès lors, il y a, je dirais, un certain malaise qui peut se créer du côté médical, voyez-vous. Mais il faut simplement faire comprendre aux médecins que l'autisme n'est certes pas une maladie, mais cela n'empêche pas que l'on puisse faire des choses concrètes pour les personnes. Donc peut-être repenser ce que veut dire le fait d'être un médecin, de créer une forme de comité de réflexion sur l'accessibilité des cabinets médicaux à l'autisme, sur l'exercice de la profession de médecin hors cabinet. Par exemple, au Canada, un psychiatre, eh bien, c'est votre pote, c'est votre buddy. Il vient faire avec vous de l'escalade. Il fait sa consultation avec vous pendant le repas. Vous pouvez aller manger une poutine ensemble à la distributrice ou chez le couche-tard. Les Québécois reconnaîtront ces choses-là. Voilà. Donc, en France, ce serait inimaginable. Il y a toute la dignité du docteur truc machin, voyez-vous. D'ailleurs,
d'ailleurs, même la terminologie en France, un médecin a des patients. Au Canada, il a des clients. Voyez. Et le médecin québécois se sentirait insulté ou vexé si vous lui disiez qu'il a des patients. Donc c'est très intéressant, peut-être un changement de paradigme à mettre en œuvre. Bon, je m'égare dans mes réflexes. Peut-être une dernière question, puisque le temps est vraiment avancé. On parle beaucoup donc, de l'autisme vu donc, en France, Nouvelle-Zélande, Canada. Qu'en est-il dans vos voyages au Balkistan, en Éthiopie, au Bachkiristan, des lieux magnifiques? Avez-vous rencontré des personnes autistes? Est-ce que la notion existe là-bas? Comment ils sont vus, intégrés ou non? Voilà, c'est Merci beaucoup pour la question. Je vois que vous êtes un connaisseur des voyages. C'est très, très bien. Merci et bravo à vous. Alors, bon, je préfère qu'on dise Bashkortostan. C'est plus chouette que Bashkiri. Mais bon, ceux qui ont lu le livre connaissent l'allusion. Mais peu importe. En tout cas, ce qui est, je dirais, très intéressant, c'est de voir que dans certains pays jugés pauvres, on jugeait du tiers-monde, où évidemment, il n'y a ni psychiatre ni médecin, où parfois il n'y a pas d'école du tout. Il est très intéressant de voir comment ces sociétés parfois mettent en place des liens de solidarité, j'allais dire presque organiques. J'ai pu visiter par exemple des maisons d'autistes dans l'océan Pacifique, dans les cultures polynésiennes, kanak, etc. Donc ces maisons d'autistes ressemblent à n'importe quelle autre maison. De l'extérieur, vous ne verrez pas la différence. Cette personne, autiste-là, reçoit à manger 3 ou 4 fois par jour, vit à côté avec ses parents, avec sa tribu, comme on dirait localement. Alors certes, la personne ne sera jamais diagnostiquée, mais j'oserais être très provocateur en disant qu'en Nouvelle-Calédonie, quitte à être autiste, il vaut parfois mieux être kanak que blanc, quoi. Parce que l'enfant autiste kanak ne sera évidemment jamais diagnostiqué, mais il aura toujours de quoi manger, il sera toujours avec les siens, etc. Alors que l'enfant autiste blanc à Nouméa, il a un certain risque de finir à l'asile, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ni l'une ni l'autre des situations n'est optimale, mais peut-être qu'au moins le lien, les activités familiales de groupe sont garanties et sont peut-être la société traditionnelle kanak est plus inclusive à certains égards, à maints égards même, je dirais. Et des choses tout à fait similaires peuvent être dites dans d'autres lieux du monde, mais peut-être je me permettrai de proposer une autre suggestion de lecture, vu que vous aimez lire. Il y a un livre que vous pouvez trouver gratuitement sur Internet. Ça s'appelle La préhistoire de l'autisme, en anglais The Prehistory of Autism. Et ce livre-là est en fait une réflexion au-delà du cas de l'autisme sur la place des personnes handicapées dans les sociétés de la préhistoire. Et c'est un livre réellement bouleversant. Par exemple, lorsque on cherche des squelettes de personnes de la préhistoire, eh bien, on trouve évidemment des squelettes de personnes handicapées, parfois même ayant des handicaps extrêmement graves, objectivement graves. Et on observe pourtant que ces personnes-là ont été nourries pendant des années, des décennies par leur groupe. On observe que le régime alimentaire de ces gens était identique à celui des personnes dites valides enterrées juste à côté. Quand on pense aux périodes barbares, peut-être que c'est notre époque qu'on devrait avoir en tête. Et mieux encore, une des choses fascinantes dans ce livre, c'est la réflexion autour des dessins dans les grottes, les peintures rupestres et autres. L'hypothèse qui peut pas être surprenante, mais qui est très bien argumentée, c'est et si jamais ces peintures-là avaient été faites par des personnes autistes à la préhistoire? En termes de connaissance des détails, en termes de mémoire des détails du bison, parce qu'il était physiquement impossible de faire entrer le bison dans les corridors de la grotte. Aussi, cela demande un profil particulier d'aimer le noir et le silence des grottes. C'est pas donné à tout le monde. Il faut donc un certain nombre peut-être de places existaient
pour des personnes bizarres. Et j'ai pu voir ça dans les pays désertiques. Hein. Ma relation avec le désert est tout à fait particulière. J'y passe pas mal de temps. Hein. Dans le désert, vous avez par exemple le métier de chamelier. Si vous êtes chamelier, de grâce, ne soyez pas une personne bavarde parce que vous risqueriez de souffrir. Hein. Il n'y a pas de bavardage possible. Hein. Donc vous êtes chamelier au fin fond du Sahara, par exemple. Par exemple aussi, ça exige une régularité parfaite de la vie. Hein. Les gens autistes ont leur routine. Là, quand vous occupez des chameaux, eh bien, c'est toujours la même chose. Le seul changement, c'est la direction du vent, quoi. Mais sinon, les journées sont toujours pareilles. Le seul événement réel, c'est le soleil qui se lève et puis qui se couche un peu plus tard. Hein. Et aussi, vous ne souffrirez pas de la musique trop forte ou des voitures qui défilent à côté de vous, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, ce type de métier-là, oui, pourrait être envisageable. Hein. Bon, plus d'une fois, j'ai été tenté, hein, pour être très franc avec vous. Hein. Donc, je suis convaincu que certes, la situation n'est pas rose, hein, mais il existe un certain nombre d'options hein, pour des personnes autistes sous d'autres cieux, d'autres horizons. Et un certain nombre de mes amis autistes, eh bien, sont partis. Hein. Parfois avec succès, parfois, et ça a mené à des échecs. Hein. Mais ce sont des histoires absolument bouleversantes. Hein. De ces autistes du voyage, j'en ai connu, j'en connais. Hein. Je reçois régulièrement des messages, par exemple d'Éric, qui a connu les lieux les plus sordides de France, qui a été SDF pendant des années, hospitalisé dans divers asiles psychiatriques de France, et puis qui maintenant est à Rio, au Brésil, qui a l'asile politique au Brésil, il est français avec l'asile politique au Brésil. Hein. Il a ouvert un hôtel autistique à Rio, hein, tout près de la plage, je vous laisse découvrir. Et il m'écrit régulièrement, toi tu es encore en France. Voilà. Donc peut-être qu'on peut trouver des choses parfois de l'autre côté du monde. Voilà, désolé, je crois que le temps est vraiment écoulé. Hein. Mais en tout cas, je souhaite à toutes et à tous de très bons voyages sur les routes reculées de ce pays des gens bizarres qu'on pourrait appeler donc l'Autistan. Vraiment un grand merci. Bon. Ben, merci Joseph. Et puis on va quitter positivement parce que pour tout le monde qui est là, qui sont autistes ou qui vont se faire diagnostiquer, on garde l'espoir, il faut rester positif, with a big smile. Et aussi, je voulais vous souhaiter une très très bonne fête de fin d'année à tous. Et puis n'hésitez pas à contacter l'association si vous souhaitez avoir des réponses. Voilà, donc bonne soirée et merci encore. Merci à vous.